ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Décryptage proposée par Agora News Expérience Client. Alors aujourd'hui, nous allons parler de management, de compétences socio-émotionnelles, de soft skills et de l'impact des nouveaux modes de travail et du numérique sur ces compétences. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, le docteur Nadia Medjad, neuropédagogue, elle est experte en compétences socio-émotionnelles à l'ère du digital. Elle aide les dirigeants et leurs équipes à décoder le fonctionnement du cerveau grâce aux dernières découvertes en neurosciences pour réconcilier agilité et bien-être. Elle est également l'auteure de Neurolearning aux éditions Erol. Elle intervient comme conférencière et coach. Et puis nous avons aujourd'hui également Rémi Chal. Après une première partie de carrière dans l'enseignement supérieur, de professeur de droit à directeur d'une grande école de commerce, Rémi a ensuite piloté le développement de l'association EdTech France, acteur incontournable de la filière des technologies éducatives. Il a rejoint en janvier 2021 le groupe français Skill & You, leader européen de l'enseignement à distance. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir. Alors tout d'abord, une première question pour vous, Nadia. On parle souvent de soft skills, de compétences socio-émotionnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre les deux ? Oui, les soft skills, c'est le terme populaire, on va dire. Celui qui a été utilisé en premier, un peu par défaut, par opposition aux compétences, on va dire, techniques ou aux compétences dures. On a les compétences molles ou douces, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein. Donc, moi, je préfère le terme de compétences socio-émotionnelles parce qu'on voit tout de suite de quoi on parle. On parle des émotions et de la relation. Très bien, mais alors justement, on voit qu'il y a des nouveaux modes de travail, d'organisation qui émergent. Et est-ce que ça a un impact sur ces compétences socio-émotionnelles ? Oui, ça a un impact énorme à différents niveaux. D'abord, à l'ère digitale, on vit une accélération du temps et on vit une perte de repères avec un monde qui change tout le temps, ambigu, volatile, où on ne sait plus trop où on habite. Donc on a beaucoup d'émotions négatives, plus souvent qu'avant. Cette perte de repères et cette accélération du temps, ça entraîne une angoisse de mort, même si on n'en est pas conscient sous cette forme-là. Du coup, on ressent une tension intérieure, un malaise, et ça, il faut être capable de le résoudre. Pourquoi ? Parce que si on ne peut pas résoudre son état intérieur, on ne va pas avoir accès à son intelligence de la même manière. D'accord. Justement, Rémi, est-ce que vous constatez la même chose par rapport à l'expérience que vous pouvez avoir ? Oui, alors si je transpose ce que vient de dire Nadia au monde de l'éducation, de l'enseignement, qui est celui que je connais le mieux, oui, là on est dans un moment particulièrement difficile. Hein. On se souvient tous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le monde nous est un peu tombé sur la tête avec ce confinement. Ce qui a été terrible pour chacun d'entre nous dans nos vies personnelles, professionnelles, parce que d'un seul coup, le télétravail a fait irruption, ça a été évidemment terrible pour les enfants, les plus jeunes adultes ou les étudiants, parce que du jour au lendemain, le monde qui était un monde présentiel est devenu un monde distanciel, mais sans qu'on y soit préparé. Il y a quelques acteurs comme Skill & You, historiques de l'enseignement à distance, mais pour la plupart des centres de formation des universités ou des écoles, tout se faisait dans une salle de classe. C'était d'abord et avant tout une expérience sociale, de partage, celle de l'apprentissage. Et puis d'un seul coup, on se retrouve chez soi, avec une webcam entre soi et l'enseignant, avec plus aucun contact social avec ses camarades de classe, avec les parents qui s'en mêlent parfois. Donc moi j'ai constaté, chez la part d'un certain nombre d'étudiants notamment, une période de grande souffrance. Récemment, j'ai fait des jurys pour l'Institut de l'engagement, pour sélectionner des lauréats qui rentreraient dans un parcours, on les accompagne à la formation, et ceux qui étaient notamment à l'université et qui avaient passé un an dans leur chambre à passer 8 heures par jour devant un Zoom, ils étaient blancs, cadavériques. Hein. On a parlé de pulsion de mort, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti, que j'ai vu, quoi. Et on voit qu'on n'était pas du tout préparé à ce qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de se réinventer. Là, le monde du pendant dans lequel nous sommes, il n'est pas terrible, mais il va surtout falloir réinventer le monde d'après. Et je pense que ces fameuses soft skills, elles sont au cœur du sujet. Hein. Voilà, il va d'abord falloir se réinventer avant de pouvoir penser à reconstruire. Alors justement, on voit que ces compétences socio-émotionnelles, finalement, c'est important, mais comment on peut engager dans une entreprise ces types de démarches pour les mettre un petit peu au cœur, finalement, d'une démarche RH et ou de marque employeur ? Je pense que d'abord, il faut une prise de conscience. Parce que très souvent, moi, je remarque que les dirigeants pensent que les soft skills ou les compétences socio-émotionnelles,
c'est l'univers du bien-être et de la qualité de vie. Mais c'est pas que ça. Et j'ai envie de dire, c'est à peine ça. C'est en fait, c'est un état intérieur, comme je disais tout à l'heure, qui va permettre d'accéder à son intelligence. Parce que ce qu'on a longtemps cru, c'est qu'il y avait l'intellect d'un côté, les émotions de l'autre. Ce que les scientifiques ont montré, mais c'est tout récent, c'est que les deux sont intriqués. Et que les émotions ont un impact direct sur l'intellect et les capacités exécutives du cerveau. Ça veut dire que si il y a un bon équilibre émotionnel, tout va être en synergie. S'il y a un mauvais équilibre émotionnel, il va y avoir une perturbation, puisque quand on a des émotions négatives un peu fortes, comme c'est le cas en ce moment, il y a une inhibition du cerveau exécutif. Ça veut dire qu'on n'est plus en état d'accéder à son intelligence. Et je pense que tant que les dirigeants n'auront pas compris qu'il y a un lien direct entre ces compétences socio-émotionnelles et la rentabilité de leur entreprise, hein, si on ne parle que de ça, parce qu'évidemment, il y a le bien-être aussi, hein, mais simplement en termes de productivité, les compétences socio-émotionnelles sont la base, c'est les fondamentaux. D'accord, mais alors justement, comment faire comprendre aux managers en entreprise que ce n'est pas finalement la cerise sur le gâteau, mais que ça a vraiment une valeur ajoutée en entreprise? Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux recruteurs ou des personnes qui veulent ou qui veulent pas d'ailleurs investir sur ces sujets? Je pense que la crise que nous vivons actuellement donne un exemple intéressant. Parce qu'on voit bien que dans la crise actuelle, la situation est complexe, on a des problèmes complexes à résoudre, et le seul moyen pour résoudre tout ça, ça va être de mettre ensemble différentes disciplines, différentes opinions. Et on a toutes ces compétences, toutes ces intelligences, on a de l'argent, on a des technologies, mais on voit bien qu'en ce moment, on a du mal à avancer, tout simplement parce qu'on ne s'écoute pas les uns les autres, parce qu'on ne se respecte pas les uns les autres, et on n'arrive pas à collaborer. Très bien. Mais alors, du coup, Rémi, vous, par rapport à ce que vous vivez en entreprise et par rapport à votre expérience, comment vous pourriez réagir à ce que vient de dire Je suis parfaitement d'accord. Est-ce que vous partagez ce constat déjà? Évidemment, c'est non seulement c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est la cerise dans le clafoutis. C'est l'essentiel. Et ce qui était vrai avant l'est encore davantage aujourd'hui. On est dans une période particulièrement trouble. Donc on est dans l'inconnu, y compris dans le monde professionnel, et chacun dans sa propre carrière. C'est-à-dire que cette période-là, elle accélère un mouvement qui était déjà en marche, qui est la transformation des métiers, et avec celui-ci, la transformation des compétences. Alors, avec le numérique, avec l'intelligence artificielle, vous imitez toutes les causes que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que l'économie est en train de se transformer, et qu'il y a des gens qui peuvent être complètement désarçonnés et se retrouver sur le bord de la route. Quand votre métier va disparaître, parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, vous avez le choix soit de le comprendre, de l'anticiper, de vous former, parce que vous êtes en capacité de le faire, ou alors vous êtes en burn-out, et puis il y a des situations dramatiques qui vont sortir de cette crise. Donc ces compétences-là, elles sont essentielles pour envisager l'après, à une échelle globale, à une échelle planétaire, à une échelle du pays, et puis aussi à l'échelle de chaque individu. Donc c'est effectivement essentiel si on veut passer ce cap-là, qui est particulièrement éprouvant pour nous tous. Très bien, merci. Alors, vous êtes un spécialiste de l'éducation, vous avez beaucoup travaillé avec les jeunes, puisque vous avez dirigé aussi une école de commerce. Comment vous avez vu évoluer finalement ces générations? Est-ce que vous avez vu des nouvelles compétences émerger? Est-ce que vous avez vu également, de la part que ce soit des formateurs ou des apprenants, des attentes en termes de nouvelles compétences à développer? C'est un running gag dans les salles de classe de tout temps. On a toujours entendu des profs dire ils étaient mieux avant. Les aînés, le grand frère, ils étaient autre chose, ils étaient plus attentifs, ils zappaient pas. Moi, je déteste ce discours-là. Ils n'étaient pas mieux avant, ils étaient différents, ils seront encore différents demain. C'est des enfants ou des jeunes de leur époque, quoi. Et leur époque n'est pas la même que la nôtre, en tout cas au même âge. Ce qui est certain, c'est que effectivement l'apprenant a changé et que c'est un challenge aussi pour l'enseignant. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée, parce que j'ai été prof pendant un certain nombre d'années, à peu près de 2000 à 2010. Et il s'est passé des choses entre 2000 et 2010. Dans ma salle de classe, il y a eu deux choses qui ont été révolutionnaires. La première, c'était l'arrivée des ordinateurs. Bon. Avant, les élèves prenaient les notes à la main, je faisais mon cours magistral, on faisait des exercices, etc. Et puis ils se sont mis à avoir des ordinateurs. Bon, ça changeait pas fondamentalement les choses, sinon qu'ils tapaient au lieu d'écrire, il y avait un peu plus de bruit, mais c'était pas très grave. Et puis un jour,
j'ai pris en pleine poire l'arrivée du Wi-Fi, parce que je faisais mon cours de droit, et il y a un élève qui lève la main et qui dit « Monsieur, ce que vous dites, sur Wikipédia, je lis le contraire ». Voilà. Et Wikipédia avait raison, évidemment, comme toujours. Donc je me suis dit, mon gars, il est temps que tu arrêtes d'enseigner ou que tu remettes tes cours à jour. Et au-delà de ça, blague à part, ça m'a questionné sur ma posture. C'est-à-dire que je ne peux plus envisager la relation à l'élève de la même manière. Je ne suis plus le sachant qui arrive, puisque ce que je dis, on peut le trouver instantanément du bout des doigts. Donc mon rôle est moins de transmettre que d'animer des compétences, des connaissances. Alors ça peut passer par la classe inversée, où l'élève va travailler le cours avant d'arriver devant l'enseignant et on va faire davantage des exercices, une discussion, etc. En tout cas, moi j'ai le sentiment que la posture de l'enseignant dans un paysage qui est devenu numérique doit changer, ce qui peut effrayer parfois, mais ce qui peut être aussi un défi passionnant de devenir celui qui apprend à apprendre, de être celui qui transforme l'information qui est disponible pour tous en connaissance, en savoir, de développer l'esprit critique, etc. Donc ça impose autre chose, peut-être un travail qui est moins académique et qui rejoint davantage les travaux de Nadia en réalité. Voilà. Et moi, j'étais passionné de voir aussi dans les startups EdTech, qui sont des startups numériques, qui vont apporter des solutions parfois technologiques, mais l'apport des neurosciences, c'est assez extraordinaire. Quand on sait comment un cerveau fonctionne, eh ben on adapte sa façon d'enseigner et l'ingénierie pédagogique qui va avec. Alors justement, à l'ère du numérique, vous parlez de l'ère du numérique, vous travaillez dans un des leaders de la formation à distance. Comment, déjà, on enseigne à l'ère du numérique et surtout, comment on prend en compte ces compétences socio-émotionnelles? Comment on peut les développer finalement? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Vous savez, il y a eu un truc il y a une quinzaine d'années, ça s'appelait les MOOC, Massive Open Online Course. Voilà, on pouvait suivre des cours, on peut toujours le faire d'ailleurs, entièrement à distance, en vidéo, et puis si on est courageux, on va au bout du programme, et puis on peut même parfois avoir une certification. Sauf qu'être tout seul face à un ordinateur, c'est extrêmement compliqué. C'est très dur pour des jeunes, ceux qui ont eu des enfants à la maison pendant le confinement l'ont compris. C'est aussi très difficile pour des adultes. Donc seul devant un ordi, ça marche pas. Il y a moins de 10% de taux de complétion, c'est-à-dire de gens qui vont au bout du parcours. Le secret, c'est l'engagement, et le secret, c'est l'expérience collective qu'il faut arriver à recréer dans une expérience qui est distancielle. Alors chez Skill & You, ça passe par d'abord des dispositifs pédagogiques qui sont engageants, des modalités aussi qui sont variées. C'est pas que de l'écrit, il y a de la vidéo, il y a du podcast, il y a des jeux, il y a de la gamification, etc. Toutes ces choses qui permettent d'engager l'apprenant dans son expérience. Et puis aussi, il y a des humains, il y a des tuteurs, il y a des coachs, il y a des formateurs, il y a des gens qui vous appellent pour savoir pourquoi vous n'êtes pas connecté depuis 15 jours, si ça va bien, si vous avez compris tel exercice, etc. Il faut arriver à accompagner l'apprenant dans son expérience, et puis ça peut aussi passer par de l'apprentissage entre pairs. On n'a pas nécessairement besoin, on en a fait l'expérience d'être dans la même salle pour partager avec d'autres, on peut le faire à distance, on peut le faire dans une expérience sociale, de réseaux sociaux, etc. Donc voilà, ça impose cette expérience qu'on est en train de vivre, de repenser l'ingénierie pédagogique, de repenser le rapport à l'autre, de repenser le rapport à la transmission, le rapport à l'élève, et puis d'essayer de recréer cette expérience sociale dont on a besoin pour apprendre. Et c'est peut-être une véritable opportunité justement pour développer ces compétences exactement. Il faut faire preuve d'autonomie quand on apprend à distance. Voilà, c'est des qualités nouvelles qui sont peut-être un peu moins celles du premier de la classe parfois, mais qui permettent d'apprendre autrement et puis de valoriser les qualités de chacun. Et puis on est dans un monde, je pense, aussi de l'oralité, parce que le distanciel, finalement, on passe notre temps à voir des gens sur des écrans, à leur parler, à les écouter. C'est d'autres qualités aussi qu'il faut arriver à développer. Voilà. Merci Rémi. Est-ce que pour conclure, Nadia, vous avez un petit mot ou un petit conseil à adresser justement sur ce sujet? Oui, parce que les compétences socio-émotionnelles, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et il y a une compétence de base sur le plan socio-émotionnel qui est souvent mise de côté ou ignorée ou inconnue. C'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est la capacité à se voir soi-même penser, à se voir avoir des émotions, c'est-à-dire la capacité à se mettre à distance de soi et à s'observer. C'est-à-dire là, tout de suite, là, quelles sont les pensées qui me traversent l'esprit, quelles sont les émotions qui apparaissent dans mon corps. Est-ce que c'est un peu proche de la méditation finalement, ou c'est deux choses différentes? C'est une observation à distance, donc c'est une compétence, puisque c'est d'ailleurs une compétence propre à l'humain. Je crois que c'est un auteur français qui disait c'est se mettre au balcon pour se regarder passer dans la rue. C'est très riche d'apprentissage quand on se regarde soi-même. On commence à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et il y a une partie très importante de la connaissance de soi qui est de connaître l'impact qu'on a sur les autres.
parce qu'il y a une zone aveugle dans la vision qu'on a de soi-même. L'impact qu'on a sur les autres, on ne sera jamais en mesure de le voir soi-même. On ne peut l'obtenir qu'à travers un feedback. Donc, il faut être capable d'aller demander, qu'on soit un enseignant, un manager, un leader, il faut être capable d'aller dire « tu peux me faire un feedback sur ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti quand je t'ai dit ça ». Exactement. Et c'est le seul moyen de savoir l'effet qu'on fait sur l'autre. Et cet effet-là, il va conditionner tout le reste. Donc, si on est dans l'ignorance de ça, c'est comme si on pilotait une voiture ou un avion sans tableau de bord. Merci. Alors effectivement, je fais le lien par rapport à ce que vous dites avec l'expérience client, parce que demander les feedbacks, quand on demande aussi les feedbacks aux clients, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc, Absolument. merci beaucoup. Merci Nadia, merci à Rémi vous. pour cet échange. Et j'ajoute qu'il y a des passionnant. dispositifs de réalité virtuelle qui permettent de faire ça, précisément de se mettre à la place de l'autre. On va parler à quelqu'un et ensuite on va se retrouver à la place de ce quelqu'un à qui on a parlé, on va s'entendre lui parler. Voilà, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Merci Rémi, merci Nadia, Merci à vous de nous avoir regardés et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission d'Agora News Expérience Client. Merci. L'émission Décryptage vous a été présentée par ADM Value.